Donc, bonjour à toutes. Voilà, juste pour vous présenter le cerveau et vous expliquer un petit peu l'hypnose, comment moi j'insère l'hypnose dans ma pratique personnelle et professionnelle. Voilà, j'ai découvert l'auto-hypnose il y a maintenant 20 ans. Un livre extraordinaire de José Silva, qui en 67 avait posé les bases d'une méthode pour pouvoir permettre au départ à ses filles de réussir leurs études. Il s'est lancé dans plein d'études. Il a compilé ça et il a créé une méthode et l'auto-hypnose a pour moi été une révélation, vraiment une révélation. Et puis j'ai voulu en savoir un peu plus après 2 ans de pratique. J'ai vu vraiment des changements dans ma vie. J'ai fait de la politique, je suis devenu directeur des ventes, des choses où je ne me serais pas affirmé, parce que quand j'ai découvert ça, je vivais en Gironde avec mon ex-épouse qui m'avait dit ça sera Paris ou moi. Et je n'étais jamais entamé. Je me suis lancé dans l'auto-hypnose, j'avais l'impression de tourner en rond et j'ai tout ouvert dans les prisons de mon mental. Donc je suis monté à Paris, je suis devenu directeur des ventes, après je suis monté directeur des ventes dans un deuxième groupe de générique, j'ai divorcé, forcément, mais ça n'était pas une problématique, c'était une pensée limitante avant et ça ne l'était pas. Voilà. Et donc là je me suis lancé dans l'hypnose, mais à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'écoles d'hypnose, dans les années, on va dire 2000, il y avait pour ceux qui étaient dans la pratique médicale, dentiste, et là il n'y en avait pas, il y en avait une ou deux, et je me suis formé donc avec un hypnotiseur de spectacle. Là. Et au fur et à mesure, j'ai pratiqué, appris plein de choses, je pratique beaucoup de techniques de méditation, et ça a été pour moi encore plus que l'auto-hypnose, parce qu'on va comprendre tout un tas de choses. Voilà, aujourd'hui, après avoir donc pratiqué énormément en cabinet de thérapie, je me suis plus orienté vers le coaching. Pour moi, la différence entre la thérapie et le coaching, c'est que la thérapie, on va essayer de savoir pourquoi il y a ce problème, on va résoudre, on va dire, dans le passé, les choses, alors que le coaching, on va plus savoir ce que la personne veut être dans le futur, les objectifs atteints. Bien sûr, on pourra enlever les pensées limitantes, mais on va vers quelque chose qui est beaucoup plus positif. Voilà. Donc, ma spécialité aujourd'hui, c'est les artistes, parce que je suis sur Paris 1 à 2 semaines par mois, j'y suis la semaine prochaine. Et donc j'ouvre un cabinet au mois de mars 2017 et les sportifs, là j'ai eu depuis maintenant 3 ans à peu près 300 sportifs, des internationaux de rugby, des joueurs de rugby de Bordeaux-Bègles qui sont devenus internationaux. Et là donc il n'y a pas longtemps, donc Sandrine Martinet, je ne sais pas si vous avez vu, qui est devenue championne donc, olympique, aux Jeux paralympiques en judo. Donc je me suis occupé d'elle et sur mon site Hypnosport, il y a ces témoignages vidéo. Au mois d'avril, elle était blessée. Voilà, on ne savait pas si elle pouvait faire la compétition. Elle avait toujours perdu les 3 Jeux olympiques qu'elle avait fait, en finale 2 fois, en demi. Et là, on a vraiment fait un travail de coaching. Voilà, c'est vraiment ça, moi, qui m'intéresse. C'est travailler sur des résultats qui sont tangibles. Voilà, c'est ça qui est intéressant quand on est sur la douleur. On en parlait tout à l'heure. La douleur, on va avoir des résultats, ça marche ou pas. Les phobies, ça marche ou pas. Ça mincir, ça marche ou pas. Tout ce qui est croyance limitante, confiance en soi, il faut avoir des résultats. Parce que sinon, on est dans quelque chose qui est « je me sens mieux ». Oui, mais tu te sens mieux, mais qu'est-ce que tu as réalisé depuis que tu te sens mieux? Voilà, donc pour démarrer, nous allons voir un petit peu mieux ce qui se passe sous le capot de notre crâne. Allez. Puisque c'est bien là que ça se situe, avec le cerveau gauche, le cerveau droit. Le cerveau gauche, malheureusement, c'est une appellation impropre. On n'a pas un cerveau gauche, on a un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Sinon, ça veut dire qu'on est passé par Tchernobyl et qu'on a eu une déformation. Mais tout le monde dans la littérature maintenant parle de cerveau gauche, donc c'est devenu un lieu commun. Le cerveau gauche se situe plus exactement au niveau du cortex. Le cortex, c'est les cellules qui sont autour, en périphérie du crâne. Donc c'est pas forcément situé à gauche, je ne sais pas pourquoi. Géographiquement ou géolocalisationnellement, ça n'a rien à voir avec la partie gauche. C'est bilatéral. C'est le mental. Mental ou conscient, ou pour certaines disciplines comme la méditation, l'ego. Voilà. L'ego, le mental, le moi-je sont dans le cortex. Se sont attribués au cortex. Avec deux caractéristiques particulières. C'est que ce mental, il est analytique. C'est le roi de l'analyse. Il veut tout comprendre.
et il est logique. Et ce que vous allez découvrir tout au long de la journée, c'est qu'on ne peut pas avoir deux émotions, deux pensées à la fois. Je ne peux pas être gai si je suis triste, mais si je suis logique, je ne suis pas dans le ressenti. Le mental va me couper de toute l'autre partie dans laquelle nous avons nos ressources. Et donc dans toutes les pratiques que vous faites toutes, vous allez pouvoir effectivement comprendre comment, en permettant à quelqu'un de ne pas être dans son mental, dans son flot de pensée, vous allez lui permettre d'aller accéder à toutes ces richesses intérieures. Parce que c'est ça l'hypnose, c'est de pouvoir faire un transfert de conscience pour aller chercher les ressources qu'on va transférer dans la vie de tous les jours. Et cette partie du cerveau, le mental, se caractérise par 60 000 pensées par jour. Vous imaginez? Dans une journée où vous êtes debout, vous avez 15 heures d'activité à peu près. 60 000 divisé par 15, ça fait 4 000 pensées à l'heure. Dans une heure, il y a 60 minutes, chaque minute contient 60 secondes, ça fait 3 600 secondes. Donc vous avez une pensée seconde. Waouh! En fait, une pensée seconde, ça pourrait se caractériser par ça. C'est-à-dire que vous êtes à Paris, vous voulez traverser le périphérique pour la Neuilly, et vous avez une voiture toutes les secondes. Tac, tac, vous ne pouvez pas traverser. Et c'est simplement quand le flot de voitures et donc le flot de pensée va ralentir, que l'on va pouvoir passer de l'autre côté, dans l'intervalle un petit peu, parce qu'on n'est plus perturbé. Et c'est ça, ces ondes alpha, θ et delta, dont on va parler tout à l'heure, qui sont caractérisées par un abaissement de la vitesse des pensées. Voilà. Et on se sent bien dans l'hypnose, parce que justement, il n'y a plus le mental qui interfère. Quelque part, on va le mettre en pause. On va parler d'une dissociation. On va travailler avec l'autre partie, et quelque part, on dissocie. Le mental va être quelque part, tandis que le corps est un petit peu ailleurs. Voilà, c'est cette dissociation qu'on va chercher par les techniques d'induction. Nous avons ensuite donc l'inconscient et le subconscient. J'insiste sur cette démarcation parce que dans la plupart des livres que vous allez trouver sur l'hypnose en France, on ne parle que d'inconscient. Erickson parlait d'inconscient, alors que les Américains, quand ils parlent d'hypnose classique, ils parlent d'inconscient et de subconscient. Donc c'est deux sémantiques différentes. Pour les PNListes, ceux qui font de la PNL, ou pour effectivement les gens qui font de l'hypnose ericksonienne, l'inconscient se regroupe ça. Mais c'est un vaste sac dans lequel on mélange des carottes et des navets qui n'ont rien à voir. Surtout que l'inconscient est situé anatomiquement dans le thalamus, tandis que le subconscient est situé dans l'hypothalamus. Donc on voit bien que ce n'est pas les mêmes zones. Et chaque fois que je travaille avec des psychologues, je parlais du module psychopathologie, ils confirment cette séparation en trois. Ils parlent pour le mental du moi, pour l'inconscient du ça, et du soi pour le subconscient. Que ce soit des lacaniens, des jungiens ou des freudiens. On ne parle pas du conscient-inconscient, on parle vraiment d'une représentation trinitaire. L'inconscient est responsable de la mémoire, des souvenirs, des émotions. C'est aussi la croyance associée et les traumatismes. Voilà, ça c'est super important de comprendre. Les émotions sont dans l'inconscient. L'inconscient, on va l'appeler aussi, dans une autre sémantique, cerveau limbique ou cerveau émotionnel. Il n'est pas à droite non plus. Il est placé à l'intérieur, un petit peu quand vous prenez ici, c'est-à-dire au niveau des deux petites particules des oreilles, et là, au milieu du cerveau. En lien avec l'hypothalamus. L'hypothalamus, qui est une structure qui fait la taille d'un pouce. Voilà, et qui va libérer, grâce à son lien avec l'hypophyse, une trentaine d'hormones principales. Voilà. Il agit par rapport au message qu'il reçoit. Vous allez voir, c'est là qu'on va parler d'apprentissage. Tout ce qu'il faut libérer pour faire, si vous voulez, l'activité du corps
puisque le subconscient va agir sur les mécanismes physiologiques, du corps, c'est-à-dire à la fois la régulation de la température, heureusement que ce n'est pas le mental qui le fait, sinon on serait mort de froid ou de chaud. Donc régulation de la température, respiration, battement du cœur, digestion, tout ça c'est réglé de manière automatique dans la gestion de la douleur, en élaborant à chaque fois les endorphines et les bons neurotransmetteurs nécessaires. Et ensuite il y a les schémas mentaux ou d'apprentissage. Voilà, c'est géré de manière automatique. Et ce qui est important, c'est de comprendre comment quelque chose de conscient peut passer de manière automatique. Et ceci, c'est tous les apprentissages que vous faites se déroulent selon ce mode opératoire. Rappelez-vous, quand vous avez pris des leçons de conduite, la première leçon, c'est pas terrible, on cale, on oublie de passer la vitesse ou de débrayer, parce qu'on est obligé d'être conscient et de stimuler les zones qui ne sont pas interreliées entre elles. Il faut être conscient. C'est lui qui agit, le mental. Voilà. Et au fur et à mesure de la pratique que vous avez eue, on a fini au bout d'une vingtaine de leçons à avoir une connexion entre les zones. Le plus vous pratiquez, plus ces connexions sont fortes, ces différentes régions se sont associées. Et rappelez-vous comment c'était au départ et voyez la différence maintenant. Quand vous mettez la clé, vous réfléchissez à rien. C'est automatique. Le mental n'est pas là. On met la clé, on fait ça, on ne sait même pas comment on fait. On démarre tout seul, on peut même changer la radio tout en démarrant, parler à quelqu'un à côté et avoir une pensée dans la tête, alors que c'était impossible avant. Et bien simplement, c'est qu'au lieu de fonctionner avec le mental qui est conscient, et dès que vous perdez la conscience, vous faites une faute, c'est passé en automatique. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, dès qu'il y a un résultat qui n'est pas celui que vous souhaitez, c'est qu'il y a un dérèglement dans le comportement. Les comportements sont régis par le subconscient. Émotion, comportement, pensée. On va le voir tout à l'heure. Et voilà. Donc ce qui est important, c'est de comprendre ceci.